D'abord, bonjour. Donc, je suis très heureux, et c'est vrai, c'est pas pour vous faire plaisir spécialement, je suis très heureux d'être à Marseille, parce que c'est une partie de mon enfance aussi, parce que j'ai la chance et la charge d'être corse. Donc, vous savez très bien que c'est une de nos capitales, ici, Marseille, depuis longtemps. Et donc, j'y suis venu beaucoup parce que ma grand-mère habitait là, et donc, à l'époque, je préfère ne pas y retourner parce qu'on m'a dit que ça avait beaucoup changé, mais j'ai en partie grandi dans le quartier Saint-Loup. Et donc j'ai des souvenirs encore très vivaces et il y a même certaines perspectives dans les rues de Marseille qui me hérissent le poil parce que ça me fait remonter des choses de ma petite enfance. J'avais des oncles qui étaient ici dans la marine marchande, vous voyez, qui a disparu aussi. Enfin voilà, donc j'ai tout un paysage mental de Marseille qui fait que m'étant reproduit assez tard, j'ai des enfants petits et ma fille est une fan de l'OM mais pas du PSG alors qu'elle est née à Paris. Vous voyez, j'en finis avec ça. Donc, et je suis aussi heureux de venir parler de Laurent Gbagbo et du travail qu'on a fait ensemble et de tous mes amis ivoiriens ici, parce que Marseille c'est une ville populaire et je crois qu'ici, les gens sont plus ou même. Ici, il y a des gens qui vivent ensemble, sans doute beaucoup mieux que dans beaucoup d'autres régions de France, et qui sont d'origines diverses et variées. Et c'est une ville qu'on dit populaire, et je crois que c'est au très très bon sens du terme, parce qu'il y a une sensibilité au sort des gens, il y a une humanité qu'on trouve pas partout en France. Donc je me sens très à l'aise pour parler ici de ce qu'est la dignité des Ivoiriens, des Africains, parce que moi, ce qui a été le déclencheur au départ de tout ça, de mon attachement à je ne dirais jamais ce dossier, à cette histoire et à ces gens, c'est que j'ai découvert l'Afrique tardivement, il y a 15 ans, 16 ans, et j'en ignorais tout, et j'avais une image, celle qui est véhiculée en France, et qui est fausse, à tout point de vue. Par exemple, l'actualité s'est toujours occupée, les informations, les journalistes sont toujours occupés de l'Afrique, quand on voyait des petits-enfants malades ou en train de mourir, ou bien quand des Français étaient menacés, ou bien quand la glorieuse armée française intervenait là-bas. Donc il y a 3 ou 4 thèmes sur l'Afrique et c'est tout. Donc naturellement, quand j'y suis allé les premières fois, j'ai d'abord aimé l'Afrique telle que je la ressentais au premier contact, et puis ensuite j'ai découvert la complexité des relations avec la France. Et j'ai découvert cette complexité à travers la Côte d'Ivoire. Et la vérité vraie d'ailleurs, c'est que j'ai découvert cette complexité avant même d'y aller, parce que, vous allez comprendre pourquoi ça a été très rapide, mon addiction à tout ça, c'est que j'ai découvert, après j'étais allé un petit peu au Sénégal, un petit peu au Gabon, etc. Il y a eu la fameuse période de 2004 en Côte d'Ivoire où il y a eu des événements très graves. Et il y a eu notamment, et moi je venais d'arriver dans un grand quotidien français, en tant que rédacteur en chef, de la fameuse histoire qui n'est pas close de Bouaké, c'est-à-dire le bombardement d'un camp français par l'aviation ivoirienne, c'est-à-dire deux Sukhoi qui étaient pilotés par des Biélorusses que l'armée ivoirienne avait engagé puisqu'ils n'avaient pas encore de pilote formé. Enfin, c'était tout à fait clair et c'était pas du mercenariat caché, c'était quelque chose de clair. Donc l'armée ivoirienne, je vous le rappelle à l'époque, c'était en novembre 2004, voulait reconquérir son pays, c'est-à-dire reconquérir le nord qui était occupé par des rebelles. Et la France n'était pas d'accord, on avait dit à Gbagbo par la voix de Jacques Chirac, qui lui avait dit tu ne fais pas ça, parce que l'Élysée a toujours parlé aux chefs d'État africains comme même pas à des sous-préfets, comme à des sujets, comme à des gens tout simplement inférieurs qui doivent obéir et c'est tout, qui ne discutent pas. Donc Gbagbo, il a pris comme Laurent Gbagbo prend ce genre de choses depuis qu'il est né, c'est-à-dire qu'il parlait avec un homologue, lui, avec son collègue chef d'État français, lui étant chef d'État africain, donc chef des armées, et il a fait ce qu'il avait à faire, il a déclenché l'offensive militaire sur le nord de la Côte d'Ivoire. Et là, il s'est passé des choses.
certainement très trouble, qu'on commence à comprendre un petit peu, par qui ont été actionnés en gros les pilotes qui travaillaient pour la Côte d'Ivoire. On le saura un jour, on est en train de s'approcher des choses. En tout cas, ils sont allés bombarder un camp français. Il y a eu 9 Français tués, on ne va pas entrer dans les détails. Et on a compris très vite que c'était un coup de bière à 3 bandes. Donc moi, je l'ai compris en étant à Paris, alors que des confrères, j'étais jamais allé en Côte d'Ivoire à l'époque, je ne connaissais pas Laurent Gbagbo, je ne connaissais rien à cette dramaturgie avec la France, et tout en étant à Paris et en enquêtant un peu auprès du Quai d'Orsay, un peu auprès de l'armée à Paris, un peu en Côte d'Ivoire par téléphone, j'ai compris qu'il y avait un coup tordu. Donc je suis pas plus intelligent que la moyenne, c'était facile à comprendre. Parce qu'il y a eu une réplique de l'armée française immédiate, sans enquête, sans rien, pour punir Laurent Gbagbo de cette mauvaise action, qu'on a compris tout de suite ne pas venir de la Côte d'Ivoire. Enfin, sur le moment, ça arrangeait tout le monde de penser que Laurent Gbagbo avait attaqué l'armée française. Il n'avait aucun intérêt à le faire. C'est un homme intelligent, très intelligent, c'est un très grand politique. Bon. Et moi, je l'ai compris en étant à Paris. Et ça a été un choc pour moi. J'avais la liberté de titrer comme je voulais dans mon journal, ce qui est rare. Ça n'a pas duré parce qu'après j'ai eu des problèmes. Mais on avait titré, à la différence de toute la presse quotidienne, comment la France a dérapé. Alors que toute la presse quotidienne titrait la réplique musclée de l'armée française, le bras de fer. C'était la France qui montrait ses muscles et qui allait montrer au petit Gbagbo et à la petite Côte d'Ivoire à quel bois on se chauffait. Et nous, on a titré que c'était une affaire trouble, parce que j'en étais là, je n'avais pas eu tous les éléments, et que la France avait dérapé. C'était la France qui était quelque part en faute. Ensuite, je suis allé en Côte d'Ivoire. Alors naturellement, c'est pour vous dire la vérité des choses, j'ai été bien reçu par Laurent Gbagbo, on m'a mené à lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, ils ont suivi ça de loin. On n'avait aucune ni connaissance ni connivence les uns avec les autres, je vous le dis. Simplement, ils ont vu que j'étais pas tout à fait dans le moule et que j'étais capable d'avoir une certaine autonomie et indépendance, ce qui n'est pas le cas de la presse française, qui a fait, je le dis chaque fois, je ne suis plus dans les journaux, mes confrères savent reconnaître en moi un ennemi juré, qui a fait beaucoup de mal. La presse française a fait beaucoup de mal, les médias français ont fait beaucoup de mal, j'allais dire à la Côte d'Ivoire, à Laurent Gbagbo et aux Français, parce qu'ils leur ont menti. Bon. En relayant les mensonges d'État. Bon. Donc, je suis allé en Côte d'Ivoire et c'est vrai que j'ai eu des accès assez facilités parce qu'ils se sont dit, ce gars-là, il veut bien écouter toutes les versions et puis, voilà, j'étais pas engagé, j'étais pas un fantassin du Quai d'Orsay ou de l'Élysée ou de que sais-je. Donc, j'ai découvert la Côte d'Ivoire et les relations compliquées entre la France et ses anciennes colonies à travers ce drame-là. Donc après, j'ai compris tout le reste, parce que c'est là que à travers cette affaire-là, on pouvait tout comprendre. Et c'est si vrai que depuis, je saute des étapes, mais après avoir accusé Laurent Gbagbo d'avoir frappé l'armée française, il y a des juges d'instruction français à Paris qui se sont occupés de cette affaire avec beaucoup de difficultés, parce qu'on les a empêchés d'avoir accès à certains documents en arguant du secret défense. Ils ont progressé, ce sont en général des femmes, il faut le dire, 3 femmes très courageuses et très sérieuses et très bien notées dans leur hiérarchie, donc ce sont des femmes insoupçonnables, qui ont abouti à quoi? Sur cette affaire où 9 Français ont été tués. À mettre en cause non pas des responsables ivoiriens, non pas des militaires ivoiriens, non pas des Africains, mais 3 ministres français. Madame Alliot-Marie, Monsieur Barnier et Monsieur Villepin, le meilleur d'entre nous. Voilà. Donc, ces gens-là, je pense que Barnier a payé pour les autres, parce qu'il est pour rien, il ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais Villepin, qui était ministre de l'Intérieur, et Madame Alliot-Marie, qui était ministre de la Défense, ont trempé au moins dans une chose. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice française. Donc, c'est que quand
les militaires, les pilotes qui avaient bombardé le camp français ont été attrapés, d'abord par les Français, qui les suivaient à la trace, qui les ont d'ailleurs filmés quand ils sont descendus de l'avion après avoir tué les militaires français. Ils ont été filmés. L'armée française les n'ont pas arrêtés, mais ils ont captés, ils ont gardé un certain temps et ils les ont exfiltrés. On les a fait partir. On les a retrouvés au Ghana. Au Ghana, les autorités ghanéennes ont dit, on téléphone vite à Paris, on dit on a les assassins de vos soldats. Le doigt sur la couture du pantalon, le chef d'État Ghana a prévenu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La France n'a pas répondu. Ils les ont gardés au frais en prison pendant 15 jours. Pas au Ghana, au Togo d'ailleurs. Je dis des bêtises. Des bêtises, au Togo, oui, parce que le Ghana, j'aurais dit des bêtises et des méchancetés qu'ils ne méritent pas. En revanche, au Togo, oui. Donc, ils ont vite alerté le Quai d'Orsay, l'Élysée, tout le monde. Et ils les ont gardés, je crois, plus de 15 jours à disposition pour qu'on vienne les chercher et qu'ils soient jugés, puisqu'ils avaient assassiné le Français. Il n'y avait pas d'abonnés au numéro qu'on faisait. La France n'a pas répondu, n'en voulait surtout pas. Donc, les 3 ministres en question, sans être accusés directement d'avoir tué qui que ce soit, sont accusés de complicité dans un assassinat. C'est quand même pas rien. Et on ne parle plus de la responsabilité de Laurent Gbagbo. C'est la justice française qui vient de dire ce que je vous dis là. Alors, je sais qu'il va y avoir un procès en correctionnel bientôt sur ce dossier à Paris. Je crains que ce soit une comédie, parce que dans le box des accusés, il n'y aura personne. Il n'y a pas les fameux pilotes, ils ont disparu. Peut-être qu'ils sont plus vivants. On ne sait pas. Il a pu leur arriver beaucoup de choses. Mais en tout cas, ils ont disparu. Et c'est à travers ce dossier-là que je me suis intéressé à la Côte d'Ivoire et que j'ai compris que, effectivement, il y avait un traitement particulier de la Côte d'Ivoire à Paris et que c'est le joyau des ex-colonies françaises, la Côte d'Ivoire. Il y avait le Sénégal pour l'administration et puis la Côte d'Ivoire, c'était le poumon économique et c'était le joyau de nos ex-colonies. Donc il n'était pas question que la France lâche ce pays. Et donc il y a eu une relation très compliquée qui s'est installée et que, pour en arriver à notre sujet, l'élection de Laurent Gbagbo, comme on vous l'a expliqué, a dérangé. Parce que la Côte d'Ivoire a un défaut et un problème, et a commis un péché, c'est que la Côte d'Ivoire est très belle, très riche, que c'est un grand pays en soi, même si c'est un petit pays, et par sa population, etc., c'est un grand pays. Ça peut être le moteur de toute une région, ça peut être un exemple en Afrique, et tout d'un coup arrive sur des bases où la France maîtrise tout, un homme qu'on ne maîtrise pas. Le drame a commencé là. Ils veulent des gens qu'on peut maîtriser, qui sont adaptés à l'utilité qu'on trouve dans ce pays-là. La Côte d'Ivoire est très utile pour plein de raisons, pour ses ports, pour ses productions, c'est un pays qui est exemplaire pour la France, pour l'enrichir, pour la solidifier, voilà. Donc, en plus, les Français avaient une très mauvaise habitude, puisqu'on a eu en Côte d'Ivoire celui qui était le patron de ce qu'on a appelé la France-Afrique, qui était Houphouët-Boigny, qui était certainement un homme très intelligent, puisqu'à la fin de sa vie, il a un peu passé le flambeau, disons, en avouant qu'il fallait gagner l'indépendance. Lui, il y avait eu un pas de fait, mais qu'il fallait gagner la réelle indépendance, donc il était très conscient de ce qui se passait, disant qu'il est allé un peu loin, sans doute, moi je me permets de le dire parce que je ne suis pas ivoirien, il est sans doute allé un peu loin dans la compromission avec la France, parce que, au fond de lui-même, sans doute, il était très français, il avait participé à des gouvernements, et il pensait surtout à la grandeur de la France, et pas beaucoup, sinon pas du tout, à la grandeur de la Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire n'était conçue que comme un outil et un pays qui venait aider à la grandeur de la France. Ça, je pense que c'est le fond de la pensée d'Houphouët-Boigny.
voilà, et qui peut-être, comme d'autres en Afrique, qui ont joué un peu leur carrière, beaucoup leur carrière propre et personnelle, il s'est aperçu quand même au fil du temps, d'après tout ce qu'on peut lire et entendre, et tous ceux qui l'ont connu, et il s'est senti quand même un peu, je pense, un peu trompé, un peu abusé, un peu trop abusé, même s'il lui a donné beaucoup, beaucoup de gages. Et on s'aperçoit, je veux dire, au bout du compte, lui a été enterré avec toute la classe politique française, qu'il avait largement nourrie, hein, de gauche à droite, tout le monde avait reçu des cadeaux. Et on s'aperçoit que dans d'autres pays d'Afrique, les chefs d'État qui ont mieux, le plus collaboré à la grandeur de la France, sont morts loin de la France, rejetés par la France, et salis. Ça veut dire qu'après avoir servi, on les jette. Ça a été le sort de la plupart. Oufouette avait certainement plus de talent que les autres, a certainement beaucoup servi contre ses propres frères africains. Je pense qu'il a aidé à beaucoup de coups d'État, à beaucoup de choses pas très claires. Et donc il a eu un statut particulier et il a, je pense, aussi beaucoup gâté ses camarades français, qu'il connaissait depuis l'université, très ami avec Mitterrand, qui a mis avec tout le monde. Il avait des relations personnelles plus fortes que les autres. Et il a rendu, pour moi, un très très mauvais service à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique, parce que on est en 2019, on est en train encore de parler de ce genre de problème. C'est-à-dire qu'on est au XXIe siècle. On est en train de parler de défaire les nœuds de la colonisation. C'est quand même dramatique. Donc, quand vous imaginez qu'un homme comme Laurent Gbagbo, qui est un homme libre, qui est un homme très intelligent, qui est un historien, qui a appris partout dans le monde, il est universel, il est très francophile, il aime la France, il aime la culture française. Je ne cesse de le dire partout, je dis on a fait une erreur fondamentale. Les gens le savent, hein, on n'est pas plus intelligent qu'eux, mais ils ont agi pour des intérêts immédiats en France, c'est tout. Bon, on va plus loin que le bout de leur nez. Ils savent très bien que Laurent Gbagbo n'est pas le diable. Et pour l'abattre, il fallait en faire le diable. Ils savent très bien, et ça a été dit par un ambassadeur de France, plusieurs, mais Renaud Vignal, qui a tourné Kazakh à un moment donné, mais au début, quand il est arrivé, il a fait un rapport en disant c'est le meilleur chef d'État qu'on puisse avoir en Afrique, comme partenaire. Et le partenariat, à Paris, on n'en veut pas, on n'en voulait pas. On voulait des gens qui ne marchent pas, on voulait avoir accès à tout, on voulait des gens qui rendent compte sur tout. Et Gbagbo n'est pas fait comme ça. Voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que je me suis attaché à d'abord faire des articles, et ensuite quand ce qui est arrivé en 2011, je l'ai vu plusieurs fois, on a toujours discuté tout le temps, et puis j'ai compris de plus en plus le problème, et quand il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, je le dis aujourd'hui en souriant, mais c'est la première fois de ma vie professionnellement que j'ai eu d'émotions personnelles quand je l'ai vu, quand on l'a saisi. Et c'était les gens de mon pays qui faisaient ça, enfin cet homme-là que je connaissais. Donc il était impossible d'en rester là. Donc moi j'ai continué à travailler. Et comme je dis souvent à mes confrères qui me critiquent évidemment beaucoup, parce que je suis militant, je dis oui, je suis militant de la vérité, je suis militant de la justice. Et il se trouve que j'ai trouvé, à ma modeste place, une utilité dans ce combat-là. Ce qu'écrivent les journalistes n'est pas toujours utile. Souvent, ça ne sert à rien. Là, je pense que ça sert un peu, tout ce qu'on fait tous. Moi, ce que je fais à ma place, ce que vous faites tous. Et moi, je le fais avec mon métier. Et c'est tout. Je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas militant du FPI, mais je suis persuadé qu'on ne peut pas vivre. Et la France va s'en apercevoir. Comment s'en apercevoir, même si le lien n'est pas direct, avec ce qui se passe dans les rues de Paris aujourd'hui, là. On ne peut pas vivre dans le mépris des autres. Et la dignité des autres fait que vous vivez dans la dignité. Moi, je ne peux pas vivre dignement et simplement et bien dormir si je sais qu'on exploite et qu'on s'enrichit sur le dos de populations plus faibles que nous, plus pauvres que nous, et dont on pompe les richesses alors qu'elles devraient, elles, s'en servir pour se développer. Je ne peux pas vivre là-dedans. Et ils ont tous cru à Paris et partout, les grands capitaines d'industrie, les politiques,
qu'on pouvait vivre comme ça, dans le mépris des Africains. Ils s'aperçoivent que non, Gbagbo leur dit non, on ne peut pas vivre dans le mépris des Africains. Et ils s'aperçoivent aujourd'hui, figurez-vous, qu'on ne peut pas vivre dans le mépris des Français non plus. Et quand il y avait des gens à qui j'avais du mal à expliquer pourquoi je m'intéressais autant à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique, ils disaient t'es pas africain, t'es pas... Bon, il faut passer là-dessus, parce que dans ce métier que je fais, ça ne pose que des problèmes. Hein, vous n'avez que des problèmes, c'est tout. Donc, je leur disais, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand on commence à mépriser certaines gens, ou à être indifférent sur certaines gens, en l'occurrence là, les Ivoiriens, il faut faire attention à une chose, c'est que c'est une méthode de gouvernement, c'est une approche des hommes et des affaires qui un jour vous concernera vous. Vous traitez de la même façon des Ivoiriens. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ça. J'espère que ça va faire mûrir dans l'opinion publique française, peut-être, une certaine philosophie sur ce qu'est le pouvoir de l'Élysée, sur ce qu'est le pouvoir de Paris, qui n'est plus ce qu'il était. Les dernières fois où j'ai interviewé le président Gbagbo en prison, c'est du passé, heureusement. On a parlé de ça. C'est que la France n'a plus, de toute façon, les moyens d'être ce qu'elle était, c'est-à-dire un empire et avec des moyens militaires, financiers suffisants pour dominer les autres, pour abaisser les autres, en fait. Et donc, ils sont en train de perdre la partie. Gbagbo l'a gagné, quoi qu'il en soit, parce que nous sommes en train de parler de la tristesse que vous avez tous pour le fait qu'il n'est pas encore tout à fait libre de ses mouvements. Mais n'oubliez jamais qu'il a gagné. Et que les Ivoiriens ont gagné. Et que voilà. C'est la vérité. Et quand j'ai des amis à Paris, ivoiriens, qui me disent « Oui, mais tu comprends, c'est parce que vous êtes des gens nerveux. » Alors, oui, mais il était en prison, on l'entendait plus que maintenant, alors qu'il est dehors et qu'on n'entend plus. Et ben oui, oui. Alors, moi je dis une chose, encore une fois, je ne suis pas ivoirien, faites-lui confiance. Il mène sa barque depuis le début. Quand il ne peut pas ramer, il fait avec les mains. Et il avance. Et lui, il a la patience. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis certain qu'il souffre de ne pas pouvoir rentrer au pays. Parce que, comme on le dit souvent, Ouattara, il a plusieurs maisons. Gbagbo, il n'y en a qu'une, et il n'a qu'un pays. Ouattara, il peut vivre aux États-Unis, à Mougins, à Paris, place Victor Hugo, ou avenue Victor Hugo, ou Gbagbo, son pays, c'est la Côte d'Ivoire. Il n'a pas deux pays. Donc il souffre certainement de ça. Mais moi qui ai eu la chance de le connaître, je l'ai vu souffrir en prison. Mais il souffre plus que vous et moins que vous parce qu'il a intégré ça à son combat. Il y croit depuis le début. Il sait qu'il est dans la vérité. Il l'a prouvé là. Il l'a prouvé. Et donc, inévitablement, vous allez rentrer dans vos maisons. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. On ne peut pas vous l'enlever. Je veux dire, quand les gens sont inquiets, on ne peut pas enlever à Gbagbo la vie de Laurent Gbagbo, le travail qu'il a fait, et le fait que c'est aujourd'hui le patron de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas président, c'est le patron de la Côte d'Ivoire. Donc, voilà. Et de toute façon, une dernière chose avant qu'on passe à plus de détails, je me permets aussi des choses parce que je ne suis pas ivoirien. On a commencé, dès qu'il a été acquitté, à parler de réconciliation. Alors moi, la première chose, c'est que pour moi, aujourd'hui, il n'est pas possible, tant qu'il n'est pas rentré, vous savez, que le premier acte de réconciliation c'eût été que le pouvoir actuel, qui n'est pas un pouvoir politique très fiable, aurait dû dire, ça aurait été démocratiquement très beau, ça aurait été très africain, de dire notre frère a été acquitté, même si c'est eux qui l'ont fait souffrir, il rentre au pays. Pour moi, l'Afrique, c'est ça.
Mais peut-être que là, on n'a pas affaire à des gens qui pensent comme des Africains. Moi, je pense comme un Français, et je pense avec vous comme un Africain. C'était le premier acte de réconciliation, et il devait venir d'eux. Il devait venir d'eux, parce qu'ils l'ont envoyé là-bas, ils l'ont fait souffrir là-bas, ils vous ont fait souffrir là-bas. Le jugement a été prononcé. C'est à eux de l'admettre, de l'intégrer. Ils ne le font pas. Donc on parlera de la réconciliation plus tard. Dans mon esprit, c'est clair. Ils n'ont pas fait le geste, ils n'ont pas tendu la main qu'ils auraient dû tendre aujourd'hui. Donc c'est trop facile de parler de réconciliation et de continuer à faire la guerre. Parce que c'est une autre façon de faire la guerre que de le garder là-bas. C'est une autre façon de faire la guerre que de répandre des bruits. Vous avez vu tout ce qu'on dit. On agite tout, sa vie privée, sa vie plus tout. Il ne faut pas faire attention à ça. Tout ça, c'est de la communication, c'est de la mauvaise politique, c'est-à-dire de la politique qui ne s'occupe pas des gens, mais juste de maintenir des privilèges, des états de fait. Et Laurent Gbagbo, il a attendu des années, il va peut-être attendre encore un peu, mais inévitablement, il va rentrer. Évidemment. Donc voilà, bien sûr. Donc, et puis la Côte d'Ivoire vous appartient, encore une fois. Ne croyez pas qu'on est en train de vous la voler, personne ne vous la volera. C'est pas possible, et moi ça je l'ai vu. Et au bout de 8 ou 9 ans, 10 ans, on est encore là ensemble à parler. Moi c'est ça aussi, j'ai perdu beaucoup d'amis, j'en ai gagné beaucoup, je le dis souvent, c'est vrai. Vous êtes toujours là. Alors souvent démoralisés, désespérés, impatients, mais vous êtes là. Et vous savez, ça impressionne quand même beaucoup les gens, même s'ils n'osent pas le dire, ça commence à les gêner. Parce que vous avez eu raison depuis le début, vous n'avez pas soutenu quelqu'un qui était indigne de votre soutien, vous avez soutenu quelqu'un qui était digne de votre soutien, et il faut continuer à faire comme ça, parce qu'il est digne d'être soutenu, et au bout du compte, je pense qu'il travaille aujourd'hui dans sa tête pour rentrer, et pour au-delà de lui, comme il l'a dit pour ses camarades qui ont disparu récemment, je pense que avec tout ce qu'il a mûri, quel que soit son avenir politique, quand on dit est-ce qu'il va reprendre la politique, c'est pas une question, il n'a jamais quitté la politique, c'est vrai, mais il travaillera pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, parce qu'il va trouver certainement un pays qui n'est pas celui qu'il a quitté, où les préoccupations sont tournées plus vers le fait de faire beaucoup d'argent sans que la population en profite. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont assez étonnantes, enfin je ne vais pas entrer là-dedans. Donc on a beaucoup parlé de ces choses-là les dernières fois où on s'est vu en prison. Je vous dis une dernière chose aussi, c'est que depuis qu'il est sorti, on a communiqué plusieurs fois, encore aujourd'hui parce que je lui ai envoyé des vœux pour Pâques, j'ai envoyé des petits œufs, mais donc il m'a remercié, il m'a souhaité joyeuse Pâques, mais j'ai choisi, donc je le verrai, mais j'ai choisi aujourd'hui, donc ne me demandez pas ce qui se passe, parce que je ne veux pas le savoir. Alors Gbagbo, il a besoin de récupérer sa vie, c'est un homme qui sort de 8 ans de prison, de beaucoup de souffrance, il a besoin pas de se reconstruire, il n'a jamais été détruit quand même, sachez-le. Non. Je pense qu'ils sont plus détruits à l'extérieur quand ils ont appris qu'il était acquitté. Non, lui, il n'a jamais été détruit. En revanche, il a besoin de se réhabituer à la vie d'un homme libre, à respirer différemment. On voit bien qu'il travaille à la reconstruction de choses en Côte d'Ivoire. Il fait le ménage à la maison un peu. Bon, alors moi je le laisse faire et je respecte ça parce que c'est son heure. Il a retrouvé sa liberté, sa capacité, sa liberté d'organiser des choses. Vous savez, là-bas, il organise sa vie. J'ai des petits détails, mais bon, il fallait qu'il ait un endroit pour recevoir. Laissons-le faire ça. Il est en train de reprendre. Il a repris pied dans la vie où il a un pouvoir pour être ce qu'il est. Parce qu'on lui a enlevé ça en prison. En prison, il n'a pas le droit de parler, puisque sa voix ne passait pas les murs des prisons. C'est la raison de ce livre, c'est ça. C'était juste pour que sa voix, qu'on avait supprimée, puisse sortir de la prison. C'était ça, c'est tout. Montrer qu'il continue à penser, à parler et à agir et à marcher. Et maintenant, il reprend pied
Et dans un premier temps, il commence à réorganiser sa vie par rapport à sa vie personnelle, au pouvoir qu'il réaborde, à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est un homme libre qui travaille. Moi, j'ai vraiment décidé de lui fiche la paix pendant un certain temps, puis quand je sentirai que c'est possible, j'espère que je pourrai y aller et l'embrasser, c'est tout. Voilà. Mais aujourd'hui, sachez qu'il travaille, comme il a toujours fait, et sachez qu'il n'a jamais arrêté de le faire, et que donc l'aboutissement va arriver. Alors, Madame Chamois vous a parlé, Jacqueline vous a parlé du judiciaire. La chose spéciale et particulière, c'est qu'on a affaire à la CPI, que la CPI c'est un animal bizarre, ça n'existe pas normalement sur le plan juridique, ça n'a pas de validité réelle. Vous avez vu tous, je pense que les États-Unis d'Amérique leur ont botté les fesses, leur ont dit vous ne valez rien, vous êtes une institution illégitime, vous êtes interdit de séjour aux États-Unis. J'ai vu le moment où ils ont envoyé des parachutistes pour leur casser la gueule, c'est ça. Hein. Donc ils ne sont absolument pas respectés, ils n'ont aucune légitimité, et c'est parce que, et c'est pour ça que j'en reviens aussi à la réconciliation, moi, en tant que témoin, je veux bien, mais je suis effaré par le fait qu'à Paris, vous savez très bien qu'on est très intelligent en France, on est clair le monde. On est clair le monde. On a des intellectuels. On a des débats partout à la télévision. On a des gens intelligents qui vous expliquent tout. Il n'y en a pas un qui intervient là sur le fait qu'un homme acquitté ne peut pas rentrer chez lui. C'est unique au monde. Il n'y a pas un grand juriste, il n'y a pas un grand journaliste, il n'y a pas un grand philosophe, il n'y a pas. Bon, alors moi j'ai téléphoné à des confrères, parce que je ne fais jamais, je fréquente mes confrères, mais j'ai attiré leur attention sur le fait, ils ont cru que c'était pour faire de la pub au mon lieu, c'était pas ça. J'aurais dit écoutez, par exemple j'ai téléphoné je vais dire les noms, à Vincent Hervouette, qui est un spécialiste du monde entier, de tout, de l'Afrique aussi, et tout, qui par ailleurs a sa valeur. Je lui téléphone chez lui et je lui demande pourquoi on ne fait pas un débat contradictoire avec moi. Je dis je suis prêt à me faire couper la tête, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, tu m'envoies qui tu veux, on fait un truc pour dire voilà, la CPI, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe avec Gbagbo. Donc tu m'envoies des gens qui vont justifier que la CPI a des raisons de ne pas le libérer. Je m'en fous, tu m'envoies qui tu veux avec les arguments que tu veux. Pas de problème. Et alors, il s'est un peu énervé, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont tort. Il est maintenant sur BFM, souvent. Donc, bon, ouais, on est sur BFM. Donc, je sentais qu'il devenait nerveux, et puis il me dit oui, parce que j'expliquais que pourquoi Gbagbo avait raison. J'ai dit, moi, ça fait. Je le connais depuis. Voilà. Ça, c'est mon fétiche. Je le connais depuis 2005. Je suis au palais. Bon. J'ai enquêté, je me suis forgé des convictions. Je ne suis pas né en criant Vive Gbagbo, pas du tout. Pas du tout. Je me suis forgé des convictions, et après avoir travaillé, et avoir vu beaucoup de gens. Vous savez qu'à l'époque, ils le savaient, j'avais vu les rebelles, moi. Bien sûr. Donc je lui explique tout ça, et il m'a dit, mais de toute façon, ta religion est faite. Alors je lui ai dit, écoute, tu ne me parles pas de religion, je te parle, tu me respectes, j'ai travaillé comme toi, moi il y a 15 ans que je travaille là-dessus. Donc, Gbagbo a raison, les autres ont tort. C'est ma conviction, mais je peux l'argumenter, la défendre. C'est tout. C'est pas une religion. Gbagbo n'est pas Dieu. Gbagbo, c'est un homme d'État, pour moi de grande envergure, en plus avec ce qu'il supporte et ce qu'il vit, je pense que c'est unique. Bon. Donc, je dis voilà, je suis prêt à en parler. Et comme il m'a un petit peu énervé aussi, je dis puisque tu parles de religion, j'ai trouvé ça insultant, vous voyez, ce mélange de genres. C'est pour dire, toi de toute façon, t'es abruti, tu crois Gbagbo, comme... Il me dit, il a les mains couvertes de sang, là je me suis énervé. J'ai dit, c'est peut-être ma religion, mais je vais te dire, toi tu fais partie d'une secte. Il ne comprenait pas où je voulais en venir. Alors, il me dit, quelle secte? J'ai dit, écoute, non, il fait partie de l'Académie des sciences outre-mer, où il y avait toute une bande de voyous, comme Compaoré, comme d'autres,
où on donne aux chefs d'État africains le sentiment qu'ils appartiennent à l'élite parisienne. Donc ils viennent à Paris, ils ont des dîners, ils ont des trucs. Voilà. Donc il m'engueule, il m'a dit tu me téléphones chez moi pour m'emmerder. Je dis non, tu me parles de religion, je te parle de secte. Mais tous sont comme ça. J'ai raconté à vos amis là que je me suis trouvé l'autre jour avec tous les spécialistes de l'Afrique à l'Assemblée nationale à Paris. Il y avait par exemple Antoine Glaser qui a dirigé longtemps la Lettre du continent. Alors Antoine Glaser, je savais qu'il était quelqu'un d'assez tiède parce qu'il fallait qu'il maintienne ses relations avec le Quai d'Orsay, etc. Mais quand j'ai fait le livre, je voyais le président en y allant, je montais à la haie, je redescendais, et puis entre-temps, je faisais mon enquête à moi, de mon côté. Et j'avais constaté, en revisionnant des journaux télévisés, qu'au moment où on a déclaré Ouattara vainqueur de l'élection en 2010, Glaser était apparu partout, Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique, pour dire en sortant d'ici, je peux plus remonter à Paris parce qu'il m'attend. Mais quand même, il a dit partout, là, Gbagbo ne peut plus protester, il faut qu'il se plie, parce que oui. Ah oui. Parce que le scrutin est tellement, enfin, la différence de nombre de voix est telle que, bon. Donc je lui téléphone quelques mois après, pour les besoins de ce livre. C'est écrit dedans, j'ai mis son nom. Et je lui dis, dis-moi Antoine, bon, j'ai vu les commentaires que tu as faits, moi j'ai pas la même analyse parce que j'ai pas les mêmes résultats que toi. Il m'a dit, mais moi j'ai pas enquêté, c'est écrit. J'ai pas enquêté sur le scrutin en Côte d'Ivoire, moi. Ah, j'ai dit oui, mais t'as dit que Ouattara avait gagné quand même, et qu'il n'y avait rien à dire, pas de commentaire à faire. Alors il me dit, de toute façon, on ne saura jamais qui a gagné, puisqu'il n'y a pas eu de recomptage. Et comme l'a dit notre ami de Guadeloupe, c'est parce qu'on a interdit le recomptage. Voilà, mais ça n'a pas empêché, sur toutes les ondes de France, de dire Ouattara a gagné, et je suis là, avec en dessous, vous avez le bandeau spécialiste de l'Afrique, n'est-ce pas, qui fait que les populations de pauvres gens, là, ils écoutent ça, ils se disent, le mec, il sait ce qu'il dit. Ben non. Il sait pas ce qu'il dit, puisqu'il n'a pas enquêté, et puis il s'en fout. Il dit ce qui convient pour que lui, son statut à lui, soit conservé. Et je peux vous donner plein d'exemples comme ça, mais c'est ça qui fait, au bout du compte, que on a envie d'écrire l'histoire telle qu'elle doit s'écrire, et de casser la désinformation, la falsification de l'histoire qui s'est faite de façon extraordinaire sur la Côte d'Ivoire. Et on ne peut pas dire non plus que les gens ne savent pas. Parce que les gens en France, le pouvoir en France, les journalistes, s'ils le veulent, puisque moi je suis pas Superman, ont accès à tout. Ils peuvent savoir ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas intérêt à le dire, pas intérêt à l'écrire, parce qu'en réalité, il n'y a pas de vraie censure. Ils s'autocensurent parce qu'ils savent qu'ils vont marcher sur les intérêts de tel ou tel. Vous savez, marcher très vite sur les intérêts de tel ou tel quand vous êtes dans la presse, puisque la presse française appartient à quelques milliardaires français. Donc vous êtes, oui, d'autres, mais bon, vous êtes forcément employé par un de ces gens-là qui a toujours des intérêts en Afrique. C'est très compliqué. Donc les journalistes se plient comme tout le monde. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, justement en tant que journaliste, c'est un vrai devoir de faire ce métier sur une affaire aussi grave, parce qu'il y a Laurent Gbagbo, et puis il y a tous les gens qui ont souffert en Côte d'Ivoire, et il ne faut jamais l'oublier, hein, qui continuent de souffrir, qui ont tout perdu, qui ont perdu parfois la vie, parfois des parents, souvent leur maison. Bon, donc c'est pour ça que ça vaut la peine de se battre pour ça, et c'est pas spécifiquement africain. On ne peut pas décider en France qu'on va laisser une chose comme ça se faire et être mené par les autorités du pays auquel on appartient sans réagir. J'ai pas d'admiration féroce pour les Américains, mais moi je reconnais une chose dans le métier que je fais,
c'est que sur des causes comme sur des problèmes comme le Vietnam, sur d'autres problèmes, vous avez eu énormément de films, énormément d'articles et de livres qui se sont faits. Moi, j'ai découvert l'Afrique, je vous le dis aussi, je parle un peu en vrac, mais je vous ai découvert vous parce que j'ai découvert la cause des Noirs américains, de leur bataille pour les droits. C'est comme ça que je suis dans l'Afrique. Au départ, j'étais aux États-Unis, et j'ai découvert ça, et j'ai eu beaucoup d'amis là-bas qui étaient du côté des gens violents, qui voulaient vraiment faire respecter les droits des Noirs aux États-Unis. Et j'ai découvert comment étaient traités les gens qui étaient arrivés comme esclaves aux États-Unis des décennies après. Les problèmes ne sont pas vraiment réglés aujourd'hui, hein, parce qu'il ne faut pas dormir sur un banc en Amérique si vous êtes noir et si vous avez dans la poche un sandwich, parce qu'il risque de tirer à 30 mètres. Donc c'est vrai qu'on assassine des gens très facilement dès qu'ils ne sont pas blancs. Bon. Donc j'ai découvert tout ça, j'ai rencontré des intellectuels noirs américains, j'ai vu aussi l'apport des Noirs américains à la culture américaine, parce que s'il n'y avait pas eu les Noirs, il n'y aurait pas ni le jazz, ni le rock'n'roll, ni énormément de choses. Ils en seraient à la musique des cowboys, vous savez. Donc, non, mais c'est vrai, il faut voir ce qu'apportent les gens. C'est pas forcément mécanique ou industriel, c'est beaucoup de choses. Donc ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et puis quand je suis arrivé en Afrique, j'ai été stupéfait de voir que nous, d'une autre façon, plus hypocrite, on avait institutionnalisé une privation au fond des droits des Africains. Parce que le droit à l'indépendance, le droit à avoir une monnaie, le droit à avoir une armée, le droit à être dans un pays où tout le monde va à l'école, dans un pays où tout le monde peut bénéficier de soins, je crois qu'on vous en a privé, et que c'est une cause plus que juste, et que Laurent Gbagbo en est le héros à tous les sens du terme, et qu'il faut l'aider. Voilà, donc l'aider, moi, ça a été simplement de permettre qu'il continue à parler, bien qu'enfermé, c'est ce que j'ai fait, et puis de continuer à travailler pour dire les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. C'est pas de l'angélisme, c'est pas du militantisme, c'est du militantisme pour que la vérité petit à petit se fasse. Et je vous dis, j'espère que avec ce qui se passe dans ce pays, j'espère, c'est pas certain, parce que peut-être les gens seront plus sensibles au déni de démocratie dans lequel on vous a tenu. Parce que ici, qu'est-ce qu'on reproche à Paris et au gouvernement aujourd'hui? J'entre pas dans le... Qui est pour, qui est contre, c'est pas grave. Ce qui est reproché au gouvernement, ici en France, c'est un, le mépris, et deux, une forme de déni de démocratie. Les gens sont dépossédés de leur... se sentent en tout cas dépossédés de leur destin ici. Bizarrement en France. Et c'est ce qu'on a fait aux Africains. On les a dépossédés de leur histoire, de leur destinée. Voilà. Alors quand on critique l'Afrique pour dire oui, mais en gros, hein, vous voyez tel pays, il ne peut pas s'en sortir seul. Il est vrai que dès que quelqu'un s'est levé en Afrique pour que les Africains s'en sortent par eux-mêmes, on l'a abattu ou mis en prison. Donc il faut que ça cesse. Voilà. Et donc il faut travailler à le faire savoir, à le faire connaître. Et c'est pour moi, c'est un honneur professionnel qui, je trouve, bien exercé, bien appliqué, un sujet qui le mérite. Et voilà, et je suis très heureux de vous en parler. Merci.